Circulation meilleure que prévu sur les routes de France aujourd'hui. La sécurité routière avait vu les choses plus sombres, mais les bouchons pourraient se former encore en soirée. Jean-Pierre Raffarin se remet de son intervention. Hier, il a subi une ablation de la vésicule biliaire. Il devrait sortir de l'hôpital lundi ou mardi, mais assure son entourage, il n'est pas en retrait. Il continue de gérer les affaires courantes. À Moscou, George Bush est arrivé aujourd'hui pour les commémorations de la victoire alliée de 1945. Une soixantaine de dirigeants et de personnalités y sont attendus. Vladimir Poutine espère bien tirer parti de ces cérémonies, en dépit de certaines critiques exprimées par ses partenaires américains. En France, les dons du sang se font trop rares et ce week-end, certains hôpitaux étaient en panne de plaquettes qui sont pourtant indispensables à la survie de certains malades, notamment aux enfants atteints de leucémie. À Saint-Malo se tient un festival du livre pas comme les autres. Il rassemble les écrivains voyageurs. Et cette année, pour les 15 ans de ce salon, un bateau mythique, le Belém, a fait escale dans le port. Madame, Monsieur, bonsoir. Fin de vacances plus fin de week-end égale prévision de circulation calamiteuse, encore ratée pour la sécurité routière qui a vu les choses tout en noir alors que la circulation restée dense était tout de même fluide sur l'ensemble du territoire. Les bouchons dans l'après-midi ont atteint environ 260 km. Explication Anouk Burel, Francis Mazoyer et Romuald Bonan. Le péage de Saint-Arnoux devait être saturé. En réalité, le dimanche noir annoncé n'a pas eu lieu. 40 km de ralentissement cumulé en Ile-de-France à 19 h, c'est 2 fois moins qu'un lundi matin aux abords de Paris. Pourtant, les retours de week-end cumulés avec les retours de vacances des Parisiens et des Bordelais faisaient craindre le pire. Ici, par exemple, sur l'autoroute A11 en direction de Paris. Quelques ralentissements, mais pas de blocage pour autant. C'est pas bloqué, hein. Heureusement, c'est pas bloqué. Hein. Ce matin, pourtant, les lève-tôt étaient déjà pris au piège de quelques ralentissements, à Rennes, par exemple. Je distribue des tickets aux clients pour une attente plus courte. Là, ça bouchonne maintenant. Hein. Vous êtes au courant de la circulation là pour vers Paris? Pas encore, on a juste une radio seulement. Vous craignez quoi? On comptait 270 km de ralentissement cumulé dans le pays, notamment dans la vallée du Rhône ou encore ici près de Nantes, très ponctuellement. Les conseils de Bison Futé ont été suivis. Les automobilistes ont emprunté les nationales, la N10 notamment, et la plupart des vacanciers sont partis plus tôt, hier soir. D'autres prévoient de partir plus tard, dans la nuit. On n'a pas prévu de rentrer tôt. Il y a le beau temps et on va être sur la route, je pense, jusqu'à 11 h du soir au minuit. Le pic du trafic devait avoir lieu à 20 h. Il a sans doute prolongé ses vacances. Jean-Pierre Raffarin qui a été opéré hier à l'hôpital du Val-de-Grâce où il a subi une ablation de la vésicule biliaire a passé une bonne nuit. Il se repose, il a reçu un appel téléphonique du président de la République. Il devrait rester à l'hôpital jusqu'à lundi soir ou mardi matin, ce qui l'a amené à annuler évidemment sa participation à l'émission prévue lundi soir sur France 2, une émission qui est reportée de quelques jours. Le programme du chef du gouvernement sera simplement allégé. Alix Bouillaguet et Julien Beaumont. Jean-Pierre Raffarin va donc passer une deuxième nuit à l'hôpital. D'après ses proches, la première a été bonne, il se repose, il se tient au courant des dossiers, insiste-t-on dans son entourage. Et pour preuve, son directeur de cabinet est même venu lui rendre visite au Val-de-Grâce pour faire le point sur les affaires en cours. Matignon insiste, il n'y a pas vacances du pouvoir. Depuis hier, Jean-Pierre Raffarin est représenté à tous ses rendez-vous par certains de ses ministres. Cet après-midi, pour rendre hommage aux prisonniers de guerre, c'est Michèle Alliot-Marie qui a endossé le costume de chef du gouvernement. La ministre de la Défense s'est voulue rassurante. Madame Alliot-Marie, vous avez des nouvelles de M. Raffarin? Oui, Jean-Pierre Raffarin se récupère maintenant et je crois qu'il va beaucoup mieux et que très rapidement, il va être de nouveau sur pied. Jean-Pierre Raffarin pourrait sortir du Val-de-Grâce demain soir ou mardi matin, mais pas question pour lui de reprendre tout de suite ses déplacements en région. Il gérera les affaires depuis Matignon. Le Premier ministre devrait être à nouveau sur pied et au travail dès le lundi de Pentecôte. L'ablation de la vésicule biliaire est une opération relativement anodine, liée à la présence de calculs. Jean-Pierre Raffarin, dès vendredi soir, s'était plaint de vives douleurs et la décision de l'opérer a été prise samedi. Explication Agnès Monteux. L'ablation de la vésicule biliaire, une opération courante. On en pratique plusieurs milliers par an lorsque les patients souffrent d'un calcul. La bile facilite la digestion. Sécrétée par le foie, elle est stockée dans la vésicule biliaire, une sorte de réservoir qui se vidange au moment des repas.
Parfois, un calcul, un petit caillou de cholestérol, se forme à partir de la bile. Il va empêcher la vidange de la vésicule, entraînant inflammation et infection. Il faut alors la retirer. La bile s'écoulera sans conséquence directement vers le pancréas. Cette intervention n'est pas très douloureuse. Le plus souvent, on n'ouvre plus l'abdomen pour opérer. 3 petits trous dans le corps suffisent pour faire passer les instruments et une petite caméra. L'intervention se fait ensuite sous contrôle vidéo. Le patient pourra retourner chez lui 1 à 3 jours après l'opération et il vivra très bien sans vésicule. C'est donc le lundi de Pentecôte que le Premier ministre devra reprendre les activités normales. Un lundi de Pentecôte travaillé essentiellement dans le privé, car dans le public, les protestations et les avis de grève se multiplient. La journée de solidarité avec les personnes âgées et dépendantes s'annonce surtout comme un grand cafouillage dans les services publics, bien que la loi ait été votée après la canicule de 2003 qui avait fait 15 000 morts. Vincent Fourcade. Y aura-t-il classe le lundi de Pentecôte? À 8 jours du 16 mai, certains élèves n'en savent toujours rien. Les profs ils nous disent de venir, quoi, mais bon, ça dépend. Il y en a qui disent ouais, venez, il y a cours. Il y en a qui disent non, venez pas, de toute façon on ne viendra pas. Une certitude, tous les établissements scolaires seront ouverts, mais ils risquent bien d'être désertés. Les syndicats d'enseignants appellent à la grève. Quant à certains parents d'élèves, ils ont prévenu qu'ils n'enverront pas leurs enfants à l'école. Autre difficulté, des collectivités locales fermeront leurs portes. Par endroits, il n'y aura donc ni cantine, ni transport scolaire. Et à l'approche de la Pentecôte, les appels à la grève se multiplient. Certains services risquent d'être perturbés, comme à la Poste, à France Télécom, à la Banque de France et la NPE. Cacophonie également dans le secteur de la santé. Les hôpitaux fonctionneront certes normalement, mais dans le privé, un syndicat de médecins considère le 16 mai comme étant férié. Le prix de la consultation passera selon eux à 39,06 €. Mise au point de l'ordre des médecins, le 16 est un jour normal. La consultation doit être facturée 20 €. Dans les transports, des perturbations sont à prévoir, comme à la RATP, où une grève de 24 heures est programmée. À la SNCF, en revanche, le 16 mai reste férié, mais pour les TER et trains de banlieue, le trafic sera normal. Les axes TGV, eux, seront même renforcés pour transporter tous ceux qui bénéficieront tout de même d'un week-end de 3 jours. Le président de la République, Jacques Chirac, a assisté ce matin aux cérémonies de commémoration du 60e anniversaire de la victoire de 1945. Elles avaient lieu place Charles de Gaulle à Paris. C'est le ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie, qui représentait le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Jacques Chirac a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu avant d'en raviver la flamme, entouré de 2 lycéens. Plus de 400 jeunes, dont 200 des pays alliés, ont participé à la cérémonie. Et puis Jacques Chirac s'est ensuite envolé vers Moscou, où il participera aux cérémonies internationales. George Bush et son épouse Laura sont déjà arrivés dans la capitale russe. Une cinquantaine de chefs d'État vont se retrouver pour assister à ces commémorations que Vladimir Poutine a voulu particulièrement fastueuses, en dépit des critiques de ceux qui rappellent que mai 45, c'est aussi le début de l'invasion soviétique d'une partie de l'Europe. Anne Poncinet et Xavier Luizet. Staline sur la locomotive, c'est pour respecter la vérité historique, disent les organisateurs. De fait, les trains qui ramenaient les soldats en 1945 arboraient ce portrait. Et les moscovites ont pris beaucoup de plaisir à rejouer jusque dans les détails la joie de cette victoire. Et de balayer les déclarations de Bush sur la tyrannie stalinienne. 60% des Russes pensent que l'URSS aurait pu gagner cette guerre sans les Alliés. Les Américains sont malhonnêtes de prétendre avoir fait plus que nous dans cette guerre. Et nous n'avons pas à prouver que nous avons fait plus qu'eux, parce que c'est une évidence. Votre bouche, qu'il aille au diable. Je ne l'aime pas et je n'aime pas l'Amérique. En ces jours de commémoration, Vladimir Poutine a voulu avoir tout le monde autour de lui. Cet après-midi, il a rencontré les vétérans au Bolchoï, des anciens combattants venus parfois des confins de l'ancien empire soviétique. George Bush est arrivé un peu plus tard. Depuis plusieurs jours, les deux présidents confrontent leur vision du 9 mai 45 par discours et interviews interposés. Ce soir à Moscou, ils se sont laissés filmer en grande conversation devant une carte, souriant, mais le son ne nous a pas été transmis. Demain, les deux présidents se retrouveront sans doute sur la condamnation du terrorisme. Le risque d'un attentat terroriste, c'est la principale inquiétude des autorités russes en ces jours de commémoration. Un dispositif de sécurité très dense a été mis en place. L'an dernier, le président tchétchène avait été tué par un attentat alors qu'il assistait aux cérémonies du 9 mai.
Et c'est dans ce contexte que les Alliés ont appris que la Corée du Nord disposait de 6 armes nucléaires. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a précisé qu'ils avaient aussi un système de tir et que des essais pourraient avoir lieu en juin, ce qui serait évidemment catastrophique. Il y a 60 ans aussi, l'arme atomique a fait capituler le Japon. En Europe, c'est à Stalingrad que l'armée rouge a fait basculer le rapport de force. 300 000 soldats allemands ont été bloqués sur la Volga par l'armée soviétique, une bataille terrible, toujours présente dans la mémoire des Russes. Anne Poncinet et Xavier Luizet. Chaque année, après la fonte des neiges, ils s'installent sur les anciens champs de bataille de Stalingrad à la recherche des corps des soldats qui tombèrent ici, il y a un peu plus de 60 ans. On s'est mis ici parce que selon les témoins, il y a eu beaucoup de combats. Stalingrad, fin 42, le tournant de la Seconde Guerre mondiale. C'est là que fut stoppée l'avancée allemande. Au prix de combats acharnés, en 6 mois, 500 000 civils et 1,5 million de soldats soviétiques tués. Un bilan inouï, à la démesure des pertes de l'URSS, plus de 20 millions de morts. Pour eux, retrouver ces soldats, leur donner une sépulture, c'est une mission presque sacrée. Nul besoin de creuser très longtemps pour en trouver. Il y en a tellement. Il y a les bras croisés, là, sur la poitrine. Côte à côte, 2 hommes, un marin et un fantassin. C'est dur à expliquer avec des mots. Vous savez, c'est notre histoire, c'est nos soldats, ils ont donné leur vie pour nous, sans regret. Mon père, il a fait toute la guerre pour moi, c'est sacré. C'est triste. Ce sont des victimes de l'absurdité de la guerre qui sont couchées par là. C'est triste. Les Russes vouent un immense respect aux combattants de ce qu'ils appellent aujourd'hui encore la Grande Guerre patriotique. Sur la colline de Mamaïev-Kourgan, un lieu stratégique de la bataille de Stalingrad, une statue de 85 mètres tente de rendre hommage à leur sacrifice. Aujourd'hui, les vétérans grimpent avec de plus en plus de mal les pentes du mémorial. L'émotion, elle, est intacte. C'est toute ma vie, c'est notre vie. Je me suis battue ici. Excusez-moi, je n'arrive pas à parler. Excusez-moi. Le culte de la Grande Guerre est encore aujourd'hui très vivant en Russie, et pas seulement chez les jeunes du camp de fouilles de Stalingrad. C'est pourquoi le débat historique sur cette période reste dans ce pays un exercice délicat. Et en Allemagne, les manifestations néo-nazies ont finalement été annulées au grand soulagement des dizaines de milliers de personnes qui s'étaient rassemblées hier pour dénoncer la barbarie nazie. La police redoutait des affrontements entre les groupuscules néo-nazis et les Berlinois. Jérôme Bonny et Marine Masson. Étrange commémoration du 8 mai à Berlin, où les manifestants doivent encore, 60 ans après la guerre, descendre dans la rue contre le nazisme, ici, devant la synagogue de Berlin. 6 000 policiers venus de toute l'Allemagne sur le qui-vive pour éviter des accrochages entre manifestants de gauche et d'extrême droite. Alors que devant le monument dédié à toutes les victimes de la Deuxième Guerre mondiale, le président allemand Horst Köhler, accompagné du chancelier Schröder, se recueille, réaffirmant la nécessité de tout faire pour que cela ne se reproduise plus jamais. Un peu plus loin, sous la tour de la télévision, quelques 2500 manifestants néo-nazis appelés par le NPD écoutent l'un de leurs élus de Saxe, Holger Apfel, leur répéter qu'il ne faut pas entretenir la culpabilité du peuple allemand. Les manifestants ont été minutieusement contrôlés et parqués par la police, mais la manifestation était autorisée, même si la majorité des Allemands ne veut plus entendre leur analyse de la fin de la guerre. Le 8 mai n'est pas le jour d'une libération, mais le jour de la défaite de l'Europe. Mais l'Europe va renaître et elle a besoin du Reich allemand. À l'interdiction de s'approcher du centre de Berlin s'est ajoutée dans l'après-midi l'annulation pure et simple de la marche, provoquant la colère de ce parti NPD que les autorités allemandes n'ont toujours pas réussi à faire interdire. Et si les manifestants néo-nazis ont finalement été empêchés de faire cette courte marche, pourtant autorisée à travers Berlin, c'est sans doute essentiellement pour éviter des incidents violents avec les contre-manifestants.
En Algérie, on célébrait aujourd'hui le 60e anniversaire de la sanglante répression de Sétif, où les premières manifestations pro-indépendantistes ont fait des milliers de morts le 8 mai 1945. L'Algérie a demandé à la France un geste probant pour reconnaître sa responsabilité dans cette tragédie. Hier, dans un geste totalement inédit, l'ambassadeur de France à Alger avait parlé de tragédie inexcusable. Hubert Collin-de-Verdière a aussi salué la mémoire des milliers d'Algériens tués à partir du 8 mai 1945 et il a rappelé que 135 000 Algériens avaient combattu dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Reportage sur place, Christian Autain, Abdel Zouyech. C'est ce même drapeau algérien brandi par les scouts qui a tout déclenché le 8 mai 1945. Ce jour-là, les Algériens défilent pour fêter la victoire des Alliés et revendiquer pour la première fois leur indépendance. Le drame éclate lorsqu'un jeune scout refuse de ranger son drapeau. Témoin de la scène, ce vieil homme âgé de 16 ans à l'époque. Il a sorti le drapeau, nous raconte-t-il. Le commissaire français a tiré sur lui et l'a tué. Son copain a alors pris le drapeau et le commissaire lui a aussi tiré dessus. Et alors, ça a été la débandade. En quelques jours, toute la région s'embrase. La répression est sanglante, plusieurs milliers de morts. Aujourd'hui à Sétif, le cortège a emprunté le même itinéraire qu'il y a 60 ans. Au cri de Vive les martyrs. Avec un hommage aux jeunes scouts, première victime des massacres. Pour les Algériens, pas question d'oublier. Le 8 mai 1945, ça représente pour nous un massacre contre l'humanité. Nous demandons à la France une réparation morale et financière. Après 60 ans de silence, la France vient de reconnaître que c'est une tragédie inexcusable. Un premier pas dans le bon sens, mais jugé encore trop timide. On attend une reconnaissance officielle du gouvernement français. Au-delà des excuses, c'est de surtout pas oublier, c'est-à-dire d'expliquer, de parler pour que tout le monde soit vraiment conscient de tout ce qui s'est passé. 60 ans après, l'heure est à l'apaisement. Avec les déclarations de Michel Barnier hier, la France a fait un premier pas vers la reconnaissance des massacres de Sétif. Une reconnaissance qui s'inscrit dans une volonté politique de réconciliation entre les deux pays. Le général Michel Aoun est arrivé hier à Beyrouth après 15 ans d'exil. Il a été accueilli triomphalement. Hier, ses partisans s'étaient rassemblés place des Martyrs. Aujourd'hui, le général Aoun consulte et il a reçu un certain nombre de personnalités, même si son arrivée dérange une partie de la classe politique. Reportage Sam Assoula et Franck Brisset. Parmi la foule de partisans et de politiques venus saluer le retour du général Aoun, une visite très remarquée. L'épouse de Samir Jaja, l'ennemi juré du général Aoun pendant la guerre acharnée entre chrétiens. Samir Jaja est le seul seigneur de la guerre civile libanaise à avoir été emprisonné. Toujours incarcéré, il a mandaté sa femme. Nous venons assurer que la page du passé est définitivement tournée. C'est donc une visite de réconciliation. Malgré les impressionnantes délégations qui prêtent aujourd'hui allégeance au général Aoun, son retour est loin de faire l'unanimité. Certains le jugent populiste, mégalomane, voire opportuniste. L'opposition voit d'un mauvais œil le retour de ce militaire à 3 semaines des élections législatives. Pour elle, le général Aoun revendique un rôle démesuré dans le retrait syrien. Si elle refuse de se faire voler la vedette, l'opposition reste prudente face à cet incontournable allié venu jouer les troubles fêtes. Il est évident que si dans le cas de l'opposition chrétienne, on va recommencer à se donner des coups de coude, on risque d'avoir des problèmes. L'opposition libanaise, qui a déjà du mal à organiser son unité, se voit aujourd'hui contrainte à composer avec un nouvel élément, le général Aoun, l'invité surprise de cette campagne électorale. Et rappelons que notre consoeur Florence Aubenas et son guide Hussein Hannou sont toujours retenus en otage en Irak depuis 123 jours maintenant. Journée portes ouvertes au Parlement européen aujourd'hui à Strasbourg, l'occasion de découvrir au-delà des locaux la pratique de la démocratie européenne et aussi de converser avec les quelques élus présents sur place. Reportage Christophe Nedart et Virgile Yadot. Le Parlement européen, malgré la pluie, attire toujours autant de monde. Près de 20 000 personnes se sont pressées aux portes de l'hémicycle. Par curiosité, mais aussi pour en savoir plus sur la Constitution européenne. C'est important pour une journée proche de l'élection du référendum pour la Constitution de savoir si on doit voter oui ou non. Donc je suis venu ici aussi pour avoir des informations, pour me renseigner. La Constitution,
Impossible d'y échapper pendant la visite. Des bénévoles distribuent le texte et l'expliquent. Quant aux groupes politiques européens, ils en profitent pour faire campagne, comme les Verts, venus défendre la Constitution. On plaide pour le oui, évidemment. Tout ça est effectivement l'occasion idéale pour parler de l'Europe et de la Constitution. Les partisans du non, eux, sont peu nombreux. Seule la gauche unitaire européenne a son stand. Les débats sont animés. Toutes les discussions que j'ai eues ce matin, c'était des gens qui s'interrogeaient sur l'Europe. Et c'est quoi l'Europe pour eux? Qu'est-ce que c'est l'Europe? Sur la Constitution. Mais c'est quoi la Constitution? Puis c'est pas une Constitution, on vient de le dire, c'est des traités. On est les seuls qui distribuons pas de ballons, pas de sacs et qui faisons la discussion. Je pense que c'est ça qui caractérise aussi notre stand, aussi petit soit-il. On en viendrait presque à oublier la journée porte ouverte. Le clou de la visite, c'est bien sûr l'hémicycle, occupé ce jour-là par des jeunes de l'Union européenne. C'est impressionnant, le bâtiment est impressionnant, ça donne une image positive de l'Europe, je trouve. Cette journée porte ouverte s'est achevée avec un lâcher de ballon, symbole d'une Europe pacifiée, 60 ans jour pour jour après la capitulation allemande. À Paris, un homme de 53 ans qui a été arrêté en flagrant délit de vol de sac à main est décédé quelques heures après son interpellation. Extrêmement agité, il avait été hospitalisé. Il serait mort d'une crise cardiaque. Il était déjà connu des services de police pour vol à la tire et violence conjugale. Enquête Benoît Bringer et Jean-Marc Nounouk. Bouchaïd Saad, 53 ans, a été arrêté place de Clichy à Paris, la main dans le sac d'une touriste allemande. Il était en train, selon la police des transports, de lui dérober son portefeuille. Il est alors emmené au commissariat de la gare du Nord. Il était dans un état de grande excitation, s'est frappé la tête avec ses mains et à partir de là, les policiers, dans le souci de le protéger et afin qu'il ne se blesse un peu plus, ont essayé de le maîtriser. À partir de là, il leur a déclaré qu'il avait des problèmes cardiaques. Selon la police, Bouchaïd Saad entre alors dans une crise de démence suivie d'un malaise. Il meurt quelques heures plus tard après son transfert à l'hôpital Lariboisière. Sa famille a rencontré le commissaire et le médecin qui l'a examiné, sans obtenir, dit-elle, de réponse claire à ses questions. Il me dit qu'il n'a aussi aucun coup, mais après il me dit comme quoi qu'il a le foie perforé, une hémorragie externe et interne et un arrêt cardiaque direct. Moi, je ne sais pas d'où ça provenait tout ça. C'est l'IGS, la police des polices, qui est chargée de l'affaire. Les policiers de service samedi matin et la famille de Bouchaïd Saad seront convoqués dès la semaine prochaine. Alerte ce week-end dans plusieurs centres de transfusion qui manquent cruellement de plaquettes sanguines. Ces cellules sont indispensables pour protéger les personnes sans chimiothérapie contre le risque d'hémorragie. Ce manque de plaquettes pose de très gros problèmes, notamment pour le traitement des enfants leucémiques. Reportage à l'hôpital Trousseau à Paris, Jean-Daniel Flézaquier et Pierre Bonde-Joseph. Louisa a 4 ans et une leucémie. Des dizaines de milliers de méchants globules blancs ont envahi son sang et sa moelle osseuse. Pour les détruire, Louisa doit suivre un traitement par chimiothérapie. Ces produits tuent les cellules leucémiques, mais détruisent aussi les cellules saines comme les globules rouges et les plaquettes. Et quand il n'y a pas assez de plaquettes, il y a un grand risque d'hémorragie. Il faut alors transfuser, mais la pénurie est telle que l'angoisse des parents des petits malades s'accroît encore. La dernière plaquette, elles sont venues de Lyon, ou de Dijon, je ne sais plus, en tout cas de province, parce qu'il n'y en avait plus dans la région parisienne et elle en avait vraiment besoin. Donc, malheureusement, elle a pu avoir que la moitié de la poche, parce qu'il y avait un autre enfant qu'on avait aussi beaucoup besoin. Donc on lui a donné que la moitié de la poche. Rare moment de détente pour les parents de Quentin, dont la leucémie a été découverte il y a quelques semaines. Arnaud, son père, va pour la première fois donner des plaquettes sanguines. Le prélèvement se fait dans un centre de transfusion. Il dure 2 heures pendant lesquelles 500 milliards de ces indispensables cellules seront prélevées, de quoi faire 10 poches de plaquettes. Rien qu'en Ile-de-France, on en consomme 850 par semaine. Quentin a été déjà transfusé 3 fois depuis un mois. Pour l'instant, il n'a pas besoin de plaquettes, mais il va en avoir besoin dans peu de temps. Mais vous savez que les plaquettes que vous donnez aujourd'hui, elles n'iront pas à Quentin. Non, mais elles iront forcément à un enfant ou même à un adulte qui en a besoin, atteint de leucémie ou de cancer. Les plaquettes ont une durée de vie de 5 jours seulement. On peut donner 5 fois par an. Louisa et ses petits copains comptent beaucoup sur ces donneurs anonymes. Et quand il s'agit de compter, Louisa sait très bien de quoi elle parle. 14, 15, 20, 21,
Voilà. Ah, c'est bien, Louisa. Voilà, un don du sang qui n'altère en rien, évidemment, la santé du donneur, il faut le rappeler. Les fêtes de famille généalogiques connaissent un vif succès, l'occasion de rencontrer arrière-petits-cousins, oncles et tantes qu'on n'avait jamais vus. Aujourd'hui, dans la Drôme, c'est au tour d'une grand-mère centenaire, maman de 10 enfants, que plusieurs générations se sont retrouvées. Reportage Stéphanie Labrousse et Jean-Claude Martin. La maison de campagne est grande et il vaut mieux devant cette déferlante familiale. Un rassemblement exceptionnel pour Madame Anita qui fête ses 100 printemps aux côtés de ses descendants directs, 150 exactement, sans compter bien sûr les conjoints. Je connais plus les prénoms que leur nom de famille. Quelquefois leur nom de famille échappe, mais leur prénom, non. Jamais vous trompez? Non, non, je ne me trompe pas. Anita Baraillé ou tout un siècle d'histoire et de famille. D'abord l'éducation de ses 10 enfants. La voici aujourd'hui doyenne d'une vraie dynastie, 49 petits-enfants et 91 arrière-petits-enfants. Il y a des gens que tu connais et il y a des gens qui ne les connaissent pas. Moi aussi, c'est pareil. Il y a 7 enfants, il y a 10 enfants en tout, 7 garçons. Non, j'ai une grosse bêtise. 3 garçons, 7 filles. C'est sûr qu'au grand jeu de qui est qui, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Moins évident encore de regrouper une famille aussi immense, essentiellement dispersée en France. Mais pour les 100 ans de mamie, tous ont répondu présent. Le credo, c'est l'unité, une vraie fierté. C'est notre richesse, surtout. Je pense que la famille, c'est d'abord notre richesse. On sait que quand il y a un pépin, tout le monde est solidaire, c'est agréable pour ça aussi. Tous les petits, on vous voit pas là. Évidemment, au moment de la photo, il faut quelque peu se tasser. Pour tous, le clou d'une journée de pur bonheur. Ils sont tellement affectueux, ça fait plaisir, ça réchauffe le cœur. La plus belle des récompenses, en somme, est selon Anita, un vrai cadeau du ciel. Autre genre d'art de vivre, la consommation de cigares. La France est l'un des premiers pays importateurs de Havane devant l'Espagne. 14 millions de Havane sont achetés chaque année et ces cigares sont toujours fabriqués à Cuba selon des règles extrêmement strictes. Reportage sur place, Christian Autain et Philippe Denoyel. Le geste est précis pour couper la feuille arrivée à maturité. On appelle ça la cueillette. Voilà 4 ans, Ortelio Mendoza s'est lancé dans la culture du tabac, grâce à ce lopin de terre donné par l'État. Au moins, je travaille pour moi tout seul. Personne ne se mêle de ce que je fais. Depuis qu'il est à son compte, Ortelio a multiplié son revenu par 4. Il vend sa production à une coopérative d'État. Avant cela, il doit laisser sécher les feuilles pendant 2 mois sous ce hangar. Plusieurs fois par jour, il les bichonne. Je les remue pour les sécher parce qu'elles sont très lourdes. Son obsession, obtenir le meilleur de la feuille du cigare, un élément déterminant pour son revenu. Je suis payé à la qualité. La coopérative teste les feuilles. Ensuite, c'est très simple. S'il n'y a pas la qualité, ils n'achètent pas. Et l'histoire du cigare se confond avec celle de Cuba. Découvert par Christophe Colomb à son arrivée dans l'île, il est aujourd'hui célébré dans le monde entier. Le Havane a même pris le nom de la capitale cubaine il y a 200 ans. Et c'est ici qu'il est fabriqué, dans l'une de ses manufactures nationalisées depuis la Révolution. Dextérité, rapidité, un coup de main qui n'a pas varié au fil des siècles. Et surprise, au pays du socialisme, ces rouleurs sont soumis au rendement. Ils doivent rouler 100 cigares par jour. C'est une obligation. S'ils n'atteignent pas ce quota, ils ne recevront pas leur salaire. Un salaire de misère, l'équivalent de 15 € par mois. Mais avec un avantage en nature, non négligeable. Ces rouleurs peuvent sortir 3 cigares par jour. Tu multiplies 3 cigares par 24 jours travaillés. Et à la fin du mois, ça fait un joli paquet. Ça fait beaucoup d'argent ? Ça dépend si tu les vends. Mais quand tu les vends, oui. Travailler dans une manufacture comme celle-ci est d'abord affaire de prestige. Cuba produit près de 60 millions de cigares par an, essentiellement destinés à l'exportation. La France est son principal client, juste derrière l'Espagne. Après quasiment 2 ans de vacances, le prince Harry, accompagné par son père, le prince Charles, est arrivé cet après-midi dans la célèbre académie militaire de Sandhurst. Il y passera 44 semaines dans des conditions de vie plus austères que celles auxquelles le jeune homme, habitué des soirées mondaines et des terrains de polo, a connu jusqu'ici. Il sera appelé par ses supérieurs Mr. Wales, son père étant Prince of Wales, c'est-à-dire prince de Galles.
À Madrid, le palais royal annonce que le prince Felipe, héritier du trône, et la princesse Laetitia, ancienne présentatrice de la télévision espagnole, mariée depuis 1 an, attendent leur premier enfant. La princesse Laetitia, âgée de 32 ans, est enceinte de 3 mois. Elle accouchera en novembre. Le prince et la princesse des Asturies avaient annulé au dernier moment leur visite aujourd'hui à Barcelone. En revanche, le roi Juan Carlos d'Espagne, futur grand-père, donc, assistait aujourd'hui au départ du Grand Prix de Barcelone. C'est le Finlandais Kimi Raikkonen sur McLaren Mercedes qui s'est imposé devant Fernando Alonso sur Renault, alors que les Ferrari ont encore déçu avec l'abandon de Michael Schumacher. Alonso n'a pu que suivre Kimi Raikkonen qui s'est imposé à la tête de la course sans jamais rien céder. Au Cap d'Agde, dans l'Hérault, se tenait ce week-end la Coupe du Monde de cerf-volant. 15 pays en lice pour un spectacle aérien de qualité. Adresse, précision, sens artistique. La compétition s'organise autour de chorégraphies en musique avec des figures libres et imposées sur la plage de Roche-Longue. Reportage Hélène Bergne et Pascal Ponce. C'est à la fois un jeu de jambes et un jeu de main, sans perdre de vue sa voile. 3 cerfs-volants qui se jouent du vent et surtout 3 partenaires qui exécutent une chorégraphie éphémère. C'est un ballet aérien en fin de compte. Quand on a trouvé une musique qui nous correspond tous les 3, après on la découpe en parties et puis on écrit des morceaux comme un peu une bande dessinée. Il y a toujours des choses à découvrir. À chaque fois c'est différent parce que le vent est différent. Et c'est vraiment une extension de soi au niveau de la créativité du vol. Et comme tous les sports, il faut multiplier les entraînements jusqu'à 40 heures par semaine. De quoi briller dans cette Coupe du Monde au Cap d'Agde où 15 pays sont représentés, une centaine de pilotes et à chaque fois un style différent. Certains c'est plus un combat avec le cerf-volant, pour d'autres c'est plus un vol par procuration avec des choses beaucoup plus douces. Mais je crois que c'est ça, c'est un peu un mélange de sport, de fun et puis de sensibilité, de sens artistique. Start, 2 minutes. Imposé ou libre, tout comme au patinage artistique, on juge la précision des figures. Pour le public, une véritable découverte. C'est épatant, mais c'est certainement plus difficile à faire qu'à voir. Ça a l'air tellement facile, mais en fait, ça doit être très dur. On a essayé, mais impossible de faire ces figures. Allez, uniquement pour le plaisir, une dernière composition, partition à 12 mains, 100% française. À Saint-Malo, le festival Étonnant Voyageurs rassemble les écrivains globetrotters. Ces amoureux des voyages et de la littérature se sont retrouvés pour une expérience culinaire inattendue à bord du Belém, où notre espiègle journaliste Geneviève Moll les avait conviés pour goûter les saveurs des épices venues du monde entier autour d'un grand chef. Reportage à savourer avec Alain Locachio à la caméra. Pour saluer le 15e anniversaire du Festival du Livre de Saint-Malo, ce navire mythique, le Belém, a acheminé vers la cité corsaire d'étonnants voyageurs. Jacques Lanzmann, par exemple, venu présenter son dernier livre, L'Empire du Silence, celui d'un peuple quasi légendaire du fin fond du désert, les Garamantes. Ce peuple des Garamantes a existé au XIe siècle, quelque part au cœur du Sahara, et ils avaient même leur livre sacré, c'est-à-dire, si vous voulez, une Bible de l'athéisme. Un magnifique voyage onirique et aventureux. Mais Saint-Malo a accueilli cette année, à côté d'auteurs confirmés, de jeunes écrivains du monde entier dont le métissage culturel est la marque première, avec des livres bien éloignés de l'autofiction française. Tous ces livres tournent autour du thème du télescopage des cultures. Et quand on dit métissage, c'est pas une voie pavée de roses, c'est une douleur en général. Une douleur que l'on oublie dans la cuisine du Belém auprès du grand chef de Cancale, Olivier Rollinger. Pour 5 écrivains gourmets, il va préparer un Saint-Pierre aux 14 épices. La cuisine soit belle et bonne, et bien de toute manière, il faut qu'elle soit métisse, c'est sa seule manière d'évoluer, mais je crois que c'est la seule manière d'évoluer de chacun d'entre nous, de finalement s'enrichir de l'autre et du différent. Et commence une incroyable fête de tous les sens. Les épices renvoient chacun à ses propres racines, à sa propre manière d'être. En fait, il y a un partage de l'Afrique qui fait entre Est et Ouest, et finalement, par exemple, la cuisine, moi je suis originaire de l'Afrique de l'Est, c'est complètement indien. Indien du Kerala du Sud, dit Rollinger de son Saint-Pierre aux 14 épices. La mangue, la pomme, le gingembre, le curcuma.
Son livre vous en dira davantage encore sur cette longue route des épices. À Saint-Malo, ce sont à toutes les images du grand large, à toutes les saveurs du monde que nous avons eu droit. En Vendée, le parc du Puy du Fou innove cette année encore avec un nouveau spectacle qui reconstitue une attaque de Vikings en l'an 1000, avec pour certains spectateurs une participation inattendue au spectacle. Et vous allez voir que ces acteurs d'un jour ne boudent pas leur plaisir. Reportage François Privat et Alain Darrigron. Nous sommes en l'an 1000 et des Vikings débarquent en Vendée alors que l'on célèbre un mariage. Au milieu des comédiens professionnels, des figurants issus du public, choisis quelques minutes avant le début de la représentation. Comment allez-vous? Ça tombe bien, vous êtes invité par Aldéric et Cybèle pour leur mariage. Et aussitôt direction les coulisses pour une séance choix de costumes et préparation express au spectacle. On va vous demander de ne pas prendre d'initiative, C'est à vos risques et C'est à vos risques et périls. Voilà. Il y a beaucoup d'animaux dans le spectacle et certains animaux dangereux. D'accord, c'est sympa. Pour chaque figurant, il suffit donc de suivre le mouvement, au milieu de la farandole ou dans la bataille. Le Puy du Fou a fait le choix depuis plusieurs années de créer des nouveautés tous les ans. Tous les ans, nous investissons fort dans des gros spectacles. Des spectacles qui valent entre 1 million et 2 millions d'euros sur des nouveaux sites. Succès partagé avec l'ensemble de la troupe, après une demi-heure d'émotions fortes. C'était la 13e meilleure représentation de la saison. On se prend au jeu et on s'amuse vraiment et on essaye d'être très bon comédien. Donc ça se voit peut-être pas de loin, on n'est pas très doué, mais... Ça permet de baigner un instant dans ce milieu magique des comédiens et du spectacle, donc c'était une aventure sympathique. Dans un contexte de crise pour les parcs à thème en France, la fréquentation du Grand Parc du Puy du Fou est en progression constante et dépasse désormais les 760 000 visiteurs. Et les Molières, la grande fête du théâtre, ce sera demain soir sur France 2 avec William Lémergie et Laurent Ruquier en maître de cérémonie. Le théâtre en France reste le passage obligé pour les acteurs de demain. À côté des grands théâtres, privés et publics, les petites scènes, les cafés-théâtres foisonnent elles aussi de spectacles qui font office de piste d'envol pour de nombreux artistes. Sophie Jouve et Guillaume Viard. Dimanche soir, Théâtre Trévise. Comédiens, poètes, musiciens, une fois par semaine, ils viennent tenter leur chance aux portes de la plus grande scène ouverte de la capitale. Qui fait du divers, du visuel? Donc déjà, ça c'est facile à repérer. On a des gens avec un vélo là-bas. Le spectacle commence dans 2 heures et c'est Céline qui est chargée de sélectionner les 10 heureux élus. Seul critère pour elle, varier les styles. Oui, il s'agit d'un prototype. Voilà. Et il se met en route. Voilà. Bidou triomphe, un coup de projecteur inespéré pour ces inconnus. Et ça fait 14 ans que ça dure. Pour l'arrêter, il suffit d'appuyer sur le bouton pause. Un tremplin quand on rêve de la carrière de Jamel ou Gad Elmaleh qui ont débuté sur ces planches. Voilà. Je me suis acheté la crème top modèle de Jeanne Piaubert. La vendeuse m'a dit qu'elle était censée remonter la graisse des hanches vers les seins. C'était l'occasion de tester par exemple un nouveau sketch, sachant qu'il y a toujours un public assez chaleureux, assez participatif, et c'est une super salle en plus. Eh vas-y Kader, t'es à l'antenne. Vive les Arabes, il dit. Et vive les Juifs aussi. À force d'améliorer sa technique sur la scène ouverte du Trévise, Thomas Sisley fait aujourd'hui un tabac dans le quartier de la République. Thomas Sisley, mère juive, père arabe, se raconte, rit de lui-même pour dire 2 ou 3 choses de la société française. Eh mais t'es ouf toi, dégage. Les Juifs et les Noirs par exemple, on est exactement pareil. On a tous les deux été persécutés pendant plus de 2000 ans. Tu vois, on l'exprime un peu différemment, mais c'est pareil. Les Noirs, ils ont inventé le blues. Et les Juifs, on se plaint tout le temps. C'est juste qu'on n'a pas pensé en faire de la musique. Nouvelle vague d'humoristes, souvent issus des minorités, arrivée des filles, le café-théâtre se renouvelle en restant un vrai circuit de découverte. Quand le public est mal assis et qu'on n'a pas d'argent, il faut être créatif très vite. Il faut être bluffé par ce qu'on voit,
soit en audition, soit en festival, qu'on se déplace et tout ça, c'est ce qu'on vient nous proposer. Et puis il faut que l'artiste il ait de la générosité avec le public, ça va être ça le critère. Donc c'est coup de cœur sur coup de cœur en fait. Prendre conscience rapidement de ses forces et de ses faiblesses, c'est ça le café-théâtre. Pour des comédiens qui regardent évidemment vers la télévision et le cinéma, quant au théâtre, ce sera peut-être le couronnement dans quelques années. Ainsi se termine ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo avec Patrice Drevet. 20h55, la bataille d'Angleterre et une reconstitution extraordinaire. Minuit 50, le journal de la nuit présenté par Jean-Claude Renaud. Demain à 7h40, je vous retrouve dans les 4 vérités avec un commissaire européen, Jacques Barrot. Excellente soirée sur France 2, bonsoir. Votre soirée sur France 2. La bravoure se conjugale anglaise dans un classique du film de guerre. Puis Christophe Ondelat remonte la piste sanglante du dépeceur du canal. France 2. La bataille d'Angleterre et faites entrer l'accusé ce soir sur France 2. Pour votre annonce immobilière, de particulier à particulier. Ça marche.